Un truc qui est tout con, hein, mais que j'y pense encore quand même. Marchand de glace. C'était le marchand de glace. Oscar, marchand de glace. Alors, quand je la voyais, le premier truc que je faisais, c'est que je me mettais devant le car et je lui demandais une glace, même quand j'avais pas d'argent. Ah, c'était un truc de dingue. Dès qu'on l'entendait, Ah on ouais. courait tous sur Et à le l'époque, parking. c'était 1 franc, quoi. Et j'appelais ma mère et tout. Et Par la fenêtre, me elle nous jetait lançait une des pièce. pièces. Tac. Et on y allait, c'était... Ici, c'est à la place des jeux d'enfants, il y avait d'autres jeux d'enfants, mais qui étaient plus informels, quoi. C'était un bassin qui nous servait de pataugeoire en été. Et puis l'hiver, quand il faisait froid, comme ça nous servait de patinoire, qu'on avait déjà les équipements de proximité qu'il fallait. Piscine, patinoire. Allez, prends pas là. Je me souviens avec une joie extraordinaire le soir ici, et c'était des parties de foot dans ce qu'ils appelaient le champ. Et c'est la première parole de mes petits-enfants, toujours où est le champ de papa. C'était pas interquartier, c'était inter-allée. Mermoz contre Blériot, Saint-Exupéry contre Maris-Bastier. Pourtant, il n'y avait pas d'antinomie à l'époque entre ces glorieux aviateurs, mais en tous les cas, ils existaient au niveau du foot. C'était en 82, c'était la Coupe du Monde en Espagne, là. C'était, tout le monde voulait être Zico, Socrates. Et ça, et je crois que je n'oublierai jamais ça. C'est dans le champ, quoi. C'était, on jouait, on était, je sais pas, 30 sur le terrain, tout le monde courait. Ça, c'est des bons souvenirs. Et quand on y repense, il y a plein de flashs qui reviennent. Le local les aussi, chasses à l'homme. les chasses à l'homme dans le parking. Dans les caves. Et le local aussi. Ah oui, on est Ouais, bien c'est dans l'époque le du local. tard, ça. À 13-15 C'était ans, c'était 82. À du cette rap. époque-là, il y avait, Non, c'était Sydney. il y avait l'émission de Sydney, donc HIP HOP. Et en fait, donc on regardait tous chez nous l'émission. Et après, on descendait et on faisait la leçon. On sortait un bout de lino, on le posait par terre, on mettait la musique et on se smurfait, on faisait nos petits pas de danse, on montait des groupes, on mettait 10 balles chacun, on faisait un goûter. On s'amusait à rentrer dans les caves, on traversait toutes les caves. On courait d'un hall jusqu'à l'autre. Et quoi d'autre encore? Fouiller dans les caves. Hein. Nous, il fallait qu'on descende. On était dans la rue et c'était notre terrain de jeu. Ces jardinières, le chantier de la 5 bis, tout ça, c'était les voitures dans le parking, les parties de cache-cache, c'était ça. Les enfants jouaient tous ensemble. Il y avait le petit parc là-bas, les enfants. Bon, c'était bien. Nous étions tous très heureux d'être dans cette cité qu'on n'aimait pas appeler cité. On disait chez moi, mon appartement. Il y a eu un attachement vraiment très profond au quartier. C'est un attachement très profond et on n'a pas vu venir, ce qui se passe aujourd'hui. Je crois qu'on ne l'a pas vu venir, ni les uns, ni les autres. Insidieusement, eh bien, il y a des choses qui se sont mal passées. On a enlevé du quartier les familles où il y avait 2 salaires. Première chose. En enlevant les familles où il y avait 2 salaires, on savait très bien que l'appartement resterait vide un petit temps et que reviendrait à cette place une famille, entre guillemets, en difficulté. Donc on s'est retrouvés dans une cité où petit à petit, des gens ont ressenti très fort qu'ils n'avaient pas le choix de leur habitat. Quand nos parents se sont installés ici,
il y avait un certain discours qui était véhiculé. On va s'intégrer, on va travailler, on va s'installer pour nos petits-enfants, comme ça ils ont un meilleur avenir, etc. Et il s'avère que les choses n'ont relativement pas changé. Et en plus, concentrer tous les maux de la société dans un même endroit, là aussi, en valeur d'exemple et de représentation, je veux dire que c'est tous des immigrés, parfois illettrés. Mes parents ne savaient ni lire ni écrire, par exemple. Donc le reflet, c'était bon, je descends au 8e, qu'est-ce qui se passe chez mon voisin d'en dessous, il a les mêmes problèmes que moi. Je descends au 4e, il rencontre les mêmes problèmes que moi, c'est un ouvrier, parfois ils sont au chômage. On va chez les voisins de droite, on va dans le palier d'en face ou dans le bâtiment à côté, c'est exactement les mêmes problèmes que l'on rencontre. Donc on avait l'impression d'être prisonnier de quelque chose, quoi, et qu'on ne pouvait plus s'en sortir. J'ai 42 là, et moi je sais que nous on a été une génération. Personnellement, moi non, j'avais beaucoup de centres d'intérêt à l'époque, et puis bon, j'étais scolarisé, donc j'avais pas eu trop de problèmes de ce côté-là, personnellement, mais des copains de classe, d'école, qui ont vraiment été touchés par les drogues dures, par l'héroïne à l'époque. Vraiment, il y a vraiment eu du dégât, ou par overdose, ou par sida par la suite. Il y a des familles où il y a eu plusieurs frères de touchés, mais vraiment, ça a été horrible, quoi. Il y a un cas où la mère a retrouvé son fils dans les chiottes, quoi. Ça a vraiment fait des dégâts, et c'était... ça a touché beaucoup de monde, ça. Nous, on n'a pas le sentiment d'avoir rencontré la drogue au cours de notre vie. On n'a pas le sentiment d'avoir fait une découverte. C'est quelque chose qu'on connaît depuis qu'on est bébé, depuis tout petit. Donc c'est quelque chose qui est en nous. C'est quelque chose, on n'a pas été confronté à ça à l'adolescence ou à arriver au lycée, ou comme certaines personnes où ils disent « Oh, j'ai fumé mon premier pet à l'école » ou des trucs comme ça. Nous, c'est pas le cas. Nous déjà, dans toute notre famille, on a tous un drogué. Donc on a tous des souvenirs là-dessus, des mauvais souvenirs, de choses qui disparaissent à la maison, de retrouver son frère qui a fait une OD dans la salle de bain, de l'autre qui a acheté de la Morora, qui a fait une overdose. On a tous ces trucs-là, quoi. Salut, vous savez ce qui se fait ici? Ouais, ils vont faire en dessous des garages souterrains, là, comme au centre là-bas, et au-dessus, ils vont faire des tennis, 2 terrains de tennis. Ah, c'est des parkings et au-dessus, il y aura un terrain de tennis? Tennis pour les jeunes. Ah, c'est chouette, non? Et s'il y a des terrains de tennis, tu joueras au tennis? Je sais pas. Ça te plairait? Ça dépendra des jours. Ça dépend, c'est au niveau des cartes. Tout ça de la faute à Noah, hein. S'il n'avait pas gagné en 83, on n'aurait peut-être pas eu peut-être pas eu l'idée de faire ce tennis, et peut-être pas le parking qu'il y avait en dessous. Parce qu'au jour où ils ont fait le parking, ça a créé un espèce de couloir, un corridor, et ça a enclavé la barre, quoi. J'habite au rez-de-chaussée, donc je me mettais à la fenêtre de ma salle à manger, j'avais le mur du centre commercial. Donc il y avait juste une allée là, et j'avais juste le mur, mais aucun horizon, rien. Je ne pouvais pas voir au loin ce qui se passait, rien. J'avais un mur. Donc je me retournais côté cuisine, donc côté-ci, et j'avais un autre mur. Là, ce truc, alors c'était en plus du brut de décoffrage, bon, faut aimer, quoi, au niveau du choix architectural. Que nous, les habitants, on voulait pas quelque chose de prétentieux. On est très basique. On voulait qu'on fasse la plomberie, l'électricité, qu'on améliore l'isolation thermique, qu'on nous change les fenêtres. Et là, on a mis un pognon pas possible à refaire les extérieurs. J'ai l'impression que ça ressemblait plus à une opération de communication que vraiment une réhabilitation. Je suis arrivé dans une période où ils avaient complètement réhabilité le quartier. Donc la passerelle, elle n'existait pas avant, donc nouveau terrain de tennis, etc. Pour nous, c'était le grand luxe.
Cette partie-là des Séoul, c'était vraiment devenu une cité de bourgeois, d'apparence.